Toutes les 5 secondes, sur le globe terrestre, le réseau vasculaire d'un être humain cède. Un accident vasculaire cérébral se déclenche. En 1 minute de privation d'oxygène, le cerveau vieillit de 3 semaines. Ce n'est pas une maladie qui s'installe, c'est un effondrement mécanique instantané. Nous n'allons pas aborder la prévention clinique ou les régimes alimentaires. Nous allons disséquer la mécanique exacte de la rupture, la logistique chirurgicale d'urgence et les données épidémiologiques brutes de cet effondrement tissulaire. Voici l'anatomie d'une catastrophe hémodynamique. À l'origine de 85% des accidents vasculaires cérébraux se trouve un phénomène ischémique, l'obstruction pure et simple d'une artère par un caillot sanguin. L'investigation au niveau tissulaire révèle une séquence d'événements stéréotypés et fatals. La scène de crime, microscopique, se situe généralement au niveau de l'artère cérébrale moyenne, un conduit d'un diamètre de 3 mm. Instantanément, le débit sanguin cérébral régional, normalement maintenu à 50 ml pour 100 g de tissu par minute, chute brutalement en dessous du seuil critique de 10 ml. La conséquence cellulaire est immédiate. Au sein de la zone centrale, appelée cœur ischémique, la chute de l'apport en adénosine triphosphate, ATP, paralyse les pompes sodium-potassium transmembranaires. Le sodium s'engouffre dans l'espace intracellulaire, entraînant l'eau par osmose. Un œdème cytotoxique massif provoque l'éclatement des cellules en moins de 5 minutes. Autour de cette zone morte subsiste la pénombre ischémique, un tissu en souffrance recevant entre 10 et 20 ml de sang par minute grâce au collatéral leptoméningé et qui est au centre de l'interventionnisme médical. L'urgence vitale impose des protocoles hospitaliers d'une rigidité militaire. Le paradigme central de la neurologie vasculaire se résume en une formule: Time is brain. La fenêtre d'intervention standard pour tenter de dissoudre le caillot par thrombolyse intraveineuse est strictement fixée à 270 minutes, soit 4 heures et 30 minutes après l'apparition du premier déficit neurologique. Le scanner cérébral sans injection de produit de contraste est réalisé immédiatement. Son but premier n'est pas de voir l'ischémie, qui n'est souvent pas visible avant 6 heures, mais d'exclure formellement toute hémorragie intracrânienne qui contre-indiquerait formellement le traitement. Les neuroradiologues utilisent le score ASPECTS, Alberta Stroke Program Early CT Score, sur 10 points, pour évaluer l'étendue précoce des dommages dans le territoire sylvien. Si les critères sont remplis et la pression artérielle strictement contrôlée en dessous de 185/110 mm de mercure, le thrombolytique est préparé. La molécule utilisée est l'altéplase, RTPA, un activateur tissulaire du plasminogène recombinant. La posologie exacte est de 0,9 mg par kg de poids corporel, avec une dose maximale plafonnée à 90 mg. L'administration se fait selon un protocole strict. 10% de la dose totale est injectée en bolus intraveineux direct sur 1 minute, tandis que les 90% restants sont administrés en perfusion continue sur 60 minutes. Environ 15% des accidents vasculaires cérébraux ne sont pas dus à une obstruction, mais à une rupture de la paroi artérielle. C'est l'AVC hémorragique, un phénomène caractérisé par une mortalité fulgurante atteignant 40% à 1 mois. Les données cliniques distinguent 2 formes majeures, l'hémorragie intracérébrale, HSC, et l'hémorragie sous-arachnoïdienne, HSA. Dans le cas d'une IHC, la cause principale est l'hypertension artérielle chronique. Des années d'exposition à une pression de 160 sur 100 mm de mercure provoquent la formation de micro-anévrismes de Charcot-Bouchard sur les petites artères perforantes profondes du cerveau, notamment les artères lenticulo-striées qui irriguent les noyaux gris centraux. Pour la variante sous-arachnoïdienne, la mécanique est différente. Il s'agit le plus souvent de la rupture d'un anévrisme saculaire situé sur une bifurcation du polygone de Willis, typiquement sur l'artère communicante antérieure. La paroi de cet anévrisme, dépourvue de médias musculaires et de limitantes élastiques internes, est d'une fragilité extrême. Lors de la rupture, le sang inonde les citernes de la base du crâne. Le pronostic est évalué par l'échelle de Hunt et Hess cliniquement et le grade de Fisher radiologiquement.
Le traitement neurochirurgical d'urgence consiste soit en une craniotomie ptérionale pour placer un clip en titane sur le collet de l'anévrisme, soit en un traitement endovasculaire consistant à remplir la poche névrismale avec des spires de platine, coils, pour provoquer une thrombose contrôlée et stopper l'hémorragie de l'intérieur. Depuis 2015 et la publication simultanée de 5 essais cliniques majeurs internationaux, dont MR-Clean et ESCAPE, le paradigme du traitement des AVC ischémiques liés à l'occlusion d'un gros vaisseau a été totalement redéfini. Les équipes de neuroradiologie interventionnelle procèdent désormais à l'extraction physique du caillot par endovasculaire, la thrombectomie mécanique. Ce traitement permet d'étendre la fenêtre thérapeutique jusqu'à 6 heures de manière standard et même jusqu'à 24 heures chez des patients extrêmement ciblés par les critères d'imagerie de perfusion des protocoles Dawn et Diffuse 3, qui démontrent un mismatch majeur entre le tissu déjà mort et le tissu récupérable. La procédure s'effectue dans une salle d'angiographie numérisée biplan. Le patient est placé sous anesthésie locale ou générale. L'interventionniste réalise une ponction au niveau de l'artère fémorale commune dans l'aine. Un cathéter guide de 8 French, environ 2,6 mm de diamètre, est monté à travers l'aorte abdominale, l'arc aortique, pour se positionner dans la carotide interne proximale au niveau du cou. Ensuite, la navigation intracrânienne commence. Un microcathéter d'un diamètre de 0,021 pouces, monté sur un microguide de 0,014 pouces, est poussé délicatement à l'intérieur du crâne, à travers le polygone de Willis, jusqu'à traverser le caillot sanguin obstructif dans le segment M1 de l'artère cérébrale moyenne. C'est à ce moment précis que le dispositif de retrait de stent, ou stent retriever, est déployé. Il s'agit d'un cylindre en grillage de nitinol auto-extensible. En s'ouvrant, l'émail métallique pénètre l'architecture de fibrine du thrombus. Le dispositif est laissé en place pendant 3 à 5 minutes pour permettre une parfaite intégration du caillot dans l'émail. Simultanément, un cathéter d'aspiration intermédiaire, mesurant 0,071 pouces de diamètre interne, est avancé au contact direct de la face proximale du caillot, connecté à une pompe générant une pression négative constante de -29 Inch-Gauge. L'opérateur retire ensuite d'un seul bloc le stent retriever et le caillot capturé, tout en aspirant, tirant le matériel hors du système vasculaire cérébral pour le redescendre jusqu'à l'artère fémorale. Le succès de la procédure est évalué par le score TC, Thrombolysis in Cerebral Infarction, l'objectif étant d'atteindre un score TC 2B ou 3, signifiant une reperfusion tissulaire complète ou quasi complète en un minimum de passages, réduisant drastiquement le taux de mortalité et de handicap profond. L'impact statistique et financier des AVC sur les systèmes de santé planétaires dépasse l'entendement. Selon l'étude Global Burden of Disease de 2022, 12,2 millions de nouveaux accidents vasculaires cérébraux se produisent chaque année dans le monde, entraînant 6,5 millions de décès annuels directs. Actuellement, plus de 100 millions de personnes vivent avec les séquelles d'un AVC. Les coûts directs et indirects globaux sont évalués à 891 milliards de dollars par an. Un fardeau macroéconomique d'une violence absolue, pesant lourdement sur les budgets hospitaliers et les systèmes d'assurance maladie. L'identification des facteurs de risque repose sur une mathématique médicale stricte, notamment via le score SHADS-2-VASC, qui évalue le risque d'AVC chez les patients en fibrillation atriale. Ce score attribue des points précis pour l'insuffisance cardiaque, l'hypertension, l'âge, plus de 75 ans vaut 2 points, le diabète et les antécédents de maladies vasculaires. Un score de 2 ou plus chez un homme impose légalement et médicalement une anticoagulation à vie. Cette nécessité épidémiologique a engendré l'un des marchés pharmaceutiques les plus lucratifs du XXIe siècle, celui des anticoagulants oraux directs, AOD, regroupant des molécules telles que l'apixaban, le rivaroxaban et le dabigatran. Les laboratoires pharmaceutiques en tirent des bénéfices nets massifs, vendant des traitements journaliers à un prix moyen de 2 à 3 euros par jour et par patient dans les pays développés, générant ainsi des flux de capitaux constants sur plusieurs décennies. Pendant ce temps, une fracture géographique majeure persiste. Les statistiques montrent que 70% de la charge mondiale de mortalité par AVC est concentrée dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, où l'accès à ces AOD hors de prix et aux salles de thrombectomie à plusieurs millions d'euros est structurellement inexistant. Lorsque la phase aiguë est terminée et que le patient survit, l'investigation se tourne vers les dommages collatéraux à long terme. La mécanique des séquelles neurologiques suit des voies anatomiques d'une précision dévastatrice. Une lésion de 3 cm3 dans le territoire superficiel de l'artère cérébrale moyenne gauche détruit spécifiquement les aires de Broca ou de Wernicke,
causant une aphasie totale. Le patient perd non seulement l'usage de la parole, mais aussi la capacité de la comprendre, ses réseaux linguistiques corticaux étant physiquement anéantis. Si la lésion frappe la capsule interne ou la couronne rayonnante, elle sectionne le faisceau pyramidal, la principale voie de la motricité volontaire humaine. S'ensuit le phénomène inéluctable de la dégénérescence wallérienne. La portion de la fibre nerveuse séparée de son corps cellulaire, située dans le cortex moteur, se désintègre le long du tronc cérébral, descend à travers les pédoncules cérébraux, croise au niveau des pyramides bulbaires et dégénère jusque dans la moelle épinière contralatérale. Le résultat clinique est une hémiplégie droite spastique. L'évaluation standardisée du handicap résiduel se fait selon l'échelle modifiée de Rankine, MRS, graduée de 0 à 6. Un patient classé MRS 3 présente un handicap modéré nécessitant de l'aide, mais est capable de marcher sans assistance physique. La récupération dépend des processus biologiques de neuroplasticité, la synaptogénèse, l'angiogénèse et le bourgeonnement axonal collatéral, par lesquels le tissu cérébral non endommagé tente de créer de nouveaux circuits de contournement de la zone infarcie. Les centres de rééducation déploient des protocoles stricts de physiothérapie, tels que la thérapie par la contrainte induite, CIMT, forçant l'utilisation du membre parésier à raison de plusieurs heures par jour pour stimuler le remodelage cortical. Les données psychiatriques viennent assombrir ce tableau physiologique. 30% des survivants d'un AVC développent une dépression post-AVC sévère, en raison des lésions touchant les circuits monoaminergiques frontostriataux, nécessitant l'administration d'inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, pour agir tant sur la régulation de l'humeur que sur l'activation potentielle de la plasticité neuronale et la récupération motrice. L'accident vasculaire cérébral est l'expression la plus brutale de la défaillance des systèmes biologiques vitaux. L'examen des données démontre l'absence totale de marge d'erreur. Les preuves neuroanatomiques, les chronomètres hospitaliers et les dossiers des salles d'angiographie confirment tous la même réalité implacable. En une poignée de secondes, la mécanique des fluides s'arrête, les pompes ioniques cèdent et des milliards de connexions sont effacées. Des protocoles de réanimation aux marchés pharmaceutiques mondiaux de l'anticoagulation, la prise en charge de ces effondrements artériels dicte aujourd'hui le rythme et les investissements majeurs de la médecine d'urgence moderne. Les statistiques restent froides, neutres et en constante augmentation. C'est la fin de ce dossier. Laissez votre analyse des données dans les commentaires et suivez nos enquêtes pour la prochaine autopsie des dysfonctionnements du corps humain. Les statistiques restent froides, neutres et en constante augmentation. C'est la fin de ce dossier. Laissez votre analyse des données dans les commentaires et suivez nos enquêtes pour la prochaine autopsie des dysfonctionnements du corps humain.